Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 mars 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Heureux d'être avec toi, Nima. Je vois que tu voyages. Oui, exactement. Ambassadeur, permettez-moi de commencer par ce que Pete Hegseth vient de dire il y a quelques instants. Il a affirmé que sur le champ de bataille, les États-Unis sont en train de gagner. Mais il a aussi dit quelque chose qui m'a vraiment étonné, que tous les dirigeants iraniens se trouvent dans des bunkers, cachés dans des bunkers aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en Iran la journée nationale d'Al-Quds. Et c'est corporate aussi de Palestine, ce qui se passe en Palestine. Palestine is about what's going on in Palestine. We've seen all the Iranian leaders, the head of... Nous avons vu tous les dirigeants iraniens, le chef du pouvoir judiciaire, le président de la Cour suprême, le président du Parlement, et Pezeshkian était là, marchant librement parmi la population. Alors, quand on entend Pete Hegseth dire quelque chose d'aussi différent, alors qu'on peut voir à la télévision ce qui se passe en Iran, on peut constater que les responsables sont dans les rues pour cette manifestation symbolique qu'ils organisent chaque année en soutien à la Palestine, pour le peuple palestinien. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne pense pas que Pete Hegseth, franchement, ait beaucoup de crédibilité où que ce soit, même au Pentagone. Il a l'habitude de dire des choses stupides. Mais j'aimerais faire quelques commentaires à ce sujet. Tout d'abord, permettez-moi de dire que des journalistes occidentaux, des journalistes étrangers, se trouvent à Téhéran et y font des reportages pendant la guerre. Il y a évidemment certaines restrictions à leur déplacement, car la situation sécuritaire est tendue. Mais ils ont pu interroger des gens, y compris certains opposés à la République islamique. Le contraste avec Israël, où nous n'avons pratiquement aucun reportage, est frappant. En d'autres termes, l'Iran est ouvert à la presse. Israël est fermé. Et cela m'a fait réfléchir un peu à la différence de culture entre les deux pays. Israël est entièrement tourné vers la recherche de vengeance pour les torts historiques infligés au peuple juif, à la foi juive. Ces torts ont été commis en Europe, pas au Moyen-Orient, pas dans le monde arabe, pas en Perse. En fait, Purim, la grande fête célébrée mardi dernier, commémore des événements survenus dans la Perse antique qui furent favorables aux Juifs. C'est donc un contraste frappant. Israël, selon cette vision, cherche à se venger de quiconque n'est pas juif pour ce qui a été fait aux Juifs. L'Iran, en revanche, il est très différent. L'Iran est chiite, il célèbre la victimisation contemporaine. Le défunt guide suprême est allé à la mort avec joie en martyr. Les Iraniens transforment la souffrance en force, les Israéliens la transforment en haine. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une observation à ce sujet. Permettez-moi toutefois de formuler un point plus large concernant la situation militaire. L'Iran est bien sûr durement frappé, c'est exact. Et ce que je constate, c'est une erreur habituelle dans la pensée militaire américaine, ainsi que dans la couverture médiatique, à savoir la confusion entre les dégâts infligés et la victoire. Nous aurions dû apprendre du Vietnam, de l'Afghanistan, de l'Irak et de bien d'autres contextes qu'on peut faire exploser des bâtiments, détruire une économie, faire souffrir un peuple et que cela ne vous fait pas gagner la guerre. La guerre est, en fin de compte, une épreuve de volonté. Et nous avons vu au Vietnam que le succès se mesurait au nombre de Vietnamiens tués. Mais la guerre s'est terminée en leur faveur, pas en la nôtre. La même chose se produit avec l'Iran. Et ici, permettez-moi d'évoquer une image historique. Il y a bien sûr un certain nombre d'Iraniens qui sont opposés au régime, qui sont contre la République islamique.
Et je pense à l'analogie avec l'Union soviétique sous Staline, lorsque les Allemands ont attaqué l'Union soviétique. Les gens qui étaient contre le stalinisme, qui craignaient et détestaient Staline, se sont néanmoins portés volontaires pour défendre la patrie, la Rodina, comme ils l'appelaient. Et je pense que la même chose s'est produite en Iran, de manière prévisible. Les gens se sont ralliés derrière le gouvernement. Ils peuvent craindre et détester la République islamique, mais ils aiment leur pays et sont prêts à le défendre. J'en tire donc ces conclusions. Permettez-moi de faire un dernier point. Nous entrons dans une nouvelle phase de cette guerre. Les capacités d'interception d'Israël et des États-Unis approchent de l'épuisement total. En réponse, l'Iran a commencé à tirer ses missiles lourds avancés sur Israël. Selon l'armée iranienne, ils ne lancent aucun missile doté d'une ogive de moins de 1000 kg d'explosifs. Certains en transportent jusqu'à 1500 kg. Cela frappe maintenant Israël. Et nous, bien sûr, n'avons presque aucun reportage à ce sujet, car contrairement à l'Iran, Israël est soumis à la censure militaire et tente de dissimuler les dégâts qu'il subit. Je reviens donc à la remarque de Pete Hegseth. Elle est manifestement fausse, un vœu pieux. Elle traduit une confusion entre le fait d'infliger des dégâts qui semblent être une fin en soi, en d'autres termes, la violence comme justification d'elle-même, et une évaluation lucide des effets de la violence, qui sont bien sûr effrayants pour beaucoup, mais en fin de compte, contre-productifs. Je suis désolé, c'est une question complexe à traiter, mais je vois la situation comme une guerre d'usure. Israël représentait une menace existentielle pour l'Iran. Désormais, c'est l'Iran qui représente une menace existentielle pour Israël. L'objectif de l'Iran, lié à la solidarité avec les Palestiniens célébrée aujourd'hui, est la décolonisation du Moyen-Orient. L'élimination d'Israël comme facteur, si possible, ou son affaiblissement, au point qu'il ne constitue plus une menace active pour l'Iran, ainsi que le retrait des forces américaines du Golfe Persique. Et l'Iran est prêt à souffrir pour atteindre ses objectifs. Je ne suis pas sûr de la mesure dans laquelle les Israéliens sont prêts à souffrir. Nous le découvrirons. Je pense que l'une des principales questions que se posent actuellement les Iraniens est quelle est la pire chose qui puisse arriver à une nation? C'est la guerre. Une guerre que vous n'êtes pas prêt à mener, mais que quelqu'un d'autre apporte dans votre pays, tuant des gens et détruisant tout. Et c'est, à mon avis, l'une des questions cruciales au sein de la direction iranienne en ce moment. Que pouvons-nous faire? Parce qu'il faut éviter ce genre d'attaque. On ne peut pas simplement se contenter d'un cessez-le-feu comme celui de juin 2025. Il faut parvenir à une solution permanente. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, je pense que vous avez raison. En gros, nous avons eu un conflit de faible intensité, une guerre menée par Israël contre l'Iran, qui dure depuis des décennies et qui a inclus l'assassinat de nombreux Iraniens. Cela a aussi comporté plusieurs attaques, y compris contre des éléments de la résistance à Israël au Liban, en Palestine, à Gaza, en Jordanie et au Yémen. Et l'Iran a maintenant décidé que trop, c'est trop, comme vous l'avez dit. Il n'est plus disposé à poursuivre un conflit de faible intensité à l'avenir. Il veut éliminer la menace qui pèse sur lui. Et ici, permettez-moi de dire que l'Iran, franchement, a été une menace potentielle pour Israël, pas une menace réelle. Je veux dire, vous savez, les Iraniens ont parlé de la nécessité de soutenir les Palestiniens, de la nécessité de mettre fin à l'agression israélienne, et ainsi de suite. Pendant ce temps, bien sûr, il existe une communauté juive florissante en Iran, mais il ne s'agit pas d'une question religieuse.
Ce dont il est réellement question, c'est de l'identité nationale des deux parties. Les objectifs d'Israël et ceux des États-Unis ne coïncident pas. Israël peut se réjouir de la fermeture du détroit d'Ormuz, car son objectif est la destruction de l'Iran. Et l'Iran est privé de ses revenus pétroliers et affaibli, tout comme d'autres pays du Golfe le sont par cette fermeture. Les intérêts américains sont mondiaux, non limités à la proximité immédiate d'Israël ou de l'Iran. Et cette guerre ne se déroule pas bien pour les États-Unis. Oui, nous avons la capacité de continuer à infliger des dommages à l'Iran. Ce que nous n'avons pas, c'est une réelle capacité à nous défendre contre le passage de l'Iran à une attaque de missiles plus active contre Israël, ou à rouvrir le détroit d'Ormuz, ou encore à défendre les États arabes du Golfe qui accueillaient des bases américaines et qui sont désormais pratiquement détruites. Nous avons la capacité de poursuivre une offensive, mais nous n'avons pas la capacité de maintenir une défense, ni de montrer à nos alliés du Golfe que nous pouvons les protéger. En réalité, nous démontrons le contraire. Et si l'on considère cette guerre dans une perspective plus large, ce qu'elle fait, c'est d'évaluer la puissance militaire des États-Unis, tout comme le Vietnam l'avait fait. Mais cela se déroule dans un contexte très différent. Il n'y a pas d'ordre bipolaire. Ce n'est pas un choix entre le système soviétique et le système américain. C'est un ordre multinodal, comme j'aime le dire, plutôt que, je n'aime pas le mot multipolaire, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Et nous nous discréditons auprès de nos alliés qui considèrent Donald Trump comme fondamentalement fou. Il leur cause de grands dommages. Au Japon, à la Corée du Sud, aux Européens. Tous dépendent de l'énergie du Golfe Persique, dont ils sont désormais privés. Ils regardent Donald Trump et ne voient aucun plan pour mettre fin à la guerre. Et ils comprennent que la guerre ne prendra fin que lorsque l'Iran décidera d'y mettre un terme, et non lorsque Netanyahou et Trump le décideront. Mais il y a un autre problème ici. Personne ne veut négocier avec les États-Unis, avec M. Witkoff et M. Kushner, parce que leurs négociations se sont à maintes reprises révélées n'être qu'un paravent pour la tromperie, la duperie et l'agression. Et donc, je pense qu'il y a un sentiment général, je dois le dire, et je le dis avec une grande douleur, que Donald Trump et le gouvernement des États-Unis sont désormais perçus comme des gangsters. Il n'y a aucun intérêt à conclure un accord avec un gangster. Il va transformer l'art de la négociation en l'art de vous tromper, de vous duper et de vous nuire, plutôt que de parvenir à un accord. Le mot même « accord » est un terme transactionnel. Il est assez clair que cette administration ne comprend pas la différence entre des accords et des marchés. Un marché, c'est quelque chose qu'on peut modifier à volonté. Et c'est ce qu'ils font. Alors, à quoi bon négocier avec eux? Dans le cas des Russes, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de règlement négocié de la guerre en Ukraine. Elle se réglera sur le champ de bataille. Je pense que l'Iran est parvenu à la même conclusion, tout comme le Hezbollah au Liban. Les Israéliens tentent, à la faveur de cette guerre, non seulement de mener une seconde Nakba en Cisjordanie, mais aussi d'annexer le sud du Liban. Et c'est, quand on voit le Premier ministre Netanyahou à la télévision parler des accusations criminelles portées contre lui et se plaindre que quelqu'un lui ait donné quelque chose venant de Bugs Bunny et que tout tourne autour de ça, c'est plutôt pathétique. Je pense qu'il comprend que tout cela se passe très mal pour Israël et que cela ne finira pas bien. Voilà donc, voilà le moment que nous vivons. Et bien sûr, la solidarité iranienne avec la Palestine n'a fait qu'augmenter après cette attaque contre l'Iran. Enfin, pour l'Iran, pour tout pays ayant un statut civilisationnel, ce qui est le cas de l'Iran, l'identité nationale est l'intérêt suprême. On est prêt à tout sacrifier pour conserver la fierté de soi, ses valeurs,
sa civilisation, ses croyances religieuses, son identité culturelle. Et c'est cela que menace Israël, et c'est cela que défend l'Iran. Les Iraniens, contrairement aux Israéliens, ne peuvent pas se replier vers des pays étrangers d'où ils viendraient. Ils sont là depuis des milliers d'années. Ils ne partiront pas plus que les Palestiniens ne partiront volontairement. Les Israéliens ont des seconds passeports, pour beaucoup d'entre eux, et ils peuvent partir à l'étranger. Il existe des communautés juives à l'étranger qu'ils pourraient peut-être rejoindre, bien que je ne sois pas sûr de l'accueil qu'ils y recevraient. Car de nombreux Juifs à l'étranger ne ressentent rien d'autre que du dégoût pour ce qu'est devenu Israël et pour ce qu'il fait. Mais c'est un affrontement inégal, et à bien des égards, l'intensité de la ferveur penche du côté de l'Iran. Monsieur l'ambassadeur, je pense qu'on peut dire que Donald Trump est le président le plus pro-israélien de l'histoire récente des États-Unis, voire pro-Netanyahou. Alors qu'il mène une guerre au nom d'Israël et de Netanyahou, il supplie en même temps le président d'Israël de gracier Netanyahou. Mais après tout, en tenant compte de tous ces calculs, de tout ce que l'on peut voir en surface, il reste un énorme fossé en ce qui concerne l'agenda vis-à-vis de l'Iran. Donald Trump et son administration veulent une sorte de changement de régime, quelque chose de similaire à ce qu'ils ont fait au Venezuela. Mais Netanyahou et les Israéliens recherchent la destruction totale de l'Iran, vous savez, le morcellement de l'Iran en petites provinces. Eh bien, je pense que vous avez dit quelque chose de très important, car cette guerre n'est pas autorisée par le Congrès des États-Unis. Elle est autorisée par Benjamin Netanyahou. Elle n'a pas le soutien du peuple américain. Elle a le soutien du lobby sioniste. Par conséquent, elle est totalement illégitime, sur le plan constitutionnel et politique, et elle n'allait jamais bien se passer. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous pour dire que Donald Trump est vraiment pro-israélien. Je pense qu'il est manipulé par Benjamin Netanyahou et le lobby sioniste. Je ne sais pas s'il se soucie vraiment d'Israël. Ce qu'il fait, en tout cas, n'est certainement pas bon pour Israël. Il est sensible à la pression des riches donateurs dont il dépend pour sa survie politique. Et il y a des soupçons, les dossiers Epstein viennent à l'esprit, selon lesquels les services de renseignement israéliens auraient la capacité de le faire chanter. Donc, d'un côté, il est peut-être victime de chantage. De l'autre, il dépend du soutien de personnes comme Myriam Adelson et d'autres. Alors, est-il pro-israélien? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il soit vraiment pro quoi que ce soit, à part lui-même. Il agit par opportunisme. Et vous savez, il pourrait se détourner d'Israël s'il pensait que cela servait ses intérêts. Donc je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous sur ce point. C'est ainsi qu'il aime se présenter. Mais bien sûr, il se présente aussi comme le champion de l'homme du peuple. Il dit « Eh bien, je suis milliardaire, mais je suis le champion des travailleurs. » Vraiment? Vous savez, ce n'est même pas un très bon homme d'affaires. Il a fait faillite plusieurs fois. Il semble vouloir mener les États-Unis à la faillite. C'est donc un homme sans principes moraux que le monde perçoit désormais comme se comportant en gangster. Quelqu'un avec qui on n'a pas envie de faire affaire. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu de personnes dans l'immobilier à New York, elles non plus ne voulaient pas faire affaire avec lui, pour la même raison. Il n'a tenu parole sur rien. Il n'était pas compétent. Il a le gouvernement le plus incompétent de toute l'histoire des États-Unis. Ces gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils agissent uniquement par opportunisme. Cette guerre a des effets stratégiques majeurs au-delà de la région.
Depuis de nombreuses années, la Chine hésitait à accroître sa dépendance au pétrole et au gaz russe. Il existe un gazoduc appelé la Force de Sibérie, dont on discute depuis une dizaine d'années ou plus. Il avance désormais, car la fermeture du détroit d'Ormuz a donné à tout le monde une raison de faire deux choses. Redoubler d'efforts sur les sources d'énergie renouvelables et non fossiles. La Chine est dans une excellente position, car elle a en grande partie éliminé sa dépendance aux combustibles fossiles. Deuxièmement, il faut développer des chaînes d'approvisionnement alternatives, ne pas dépendre du Golfe Persique. C'est une mauvaise nouvelle, en réalité, pour les Arabes du Golfe à long terme, car cela signifie que le marché pour leurs hydrocarbures va se réduire. Ainsi, nous rapprochons les Chinois et les Russes, malgré leurs réticences. Il y a un effet compensatoire avec l'Inde. Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a suspendu les sanctions sur le pétrole russe à destination de l'Inde. Et cela va rapprocher la Russie et l'Inde. Alors, qu'est-ce que cela fait exactement? Vous savez, j'ai remarqué que vous êtes brésilien, et ma prédiction concernant l'effort des États-Unis pour dominer l'hémisphère occidental par la violence, la version Trump de la doctrine Monroe, était que cela pousserait les grands pays d'Amérique du Sud à s'armer contre les États-Unis. Le Brésil vient justement de conclure un accord avec l'Afrique du Sud pour combiner leur production d'armes. L'Afrique du Sud dispose de capacités développées pendant l'ère de l'apartheid qui perdurent aujourd'hui, ce qui en fait un partenaire très recherché pour l'industrie brésilienne si l'on veut augmenter le budget de la défense. Et vous savez, je pense que la réalité est, et je vais m'arrêter là, mais à quelques exceptions près, l'Amérique du Sud n'a pas été la source de grandes guerres interétatiques. Il y a eu des guerres. Il y a eu la guerre du Chaco dans les années 1920, qui a impliqué le Paraguay et la région du Chaco, aujourd'hui partie de la Bolivie. Il y a eu des escarmouches. Il y a eu une guerre précoce entre le Pérou et le Chili, que le Chili a remportée, privant ainsi la Bolivie d'un accès à la mer. Il y a également eu des escarmouches entre l'Équateur et le Pérou, et entre l'Équateur et la Colombie, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas vraiment eu de grande guerre. L'Amérique du Sud a été une zone de paix. Les gens n'avaient pas à se soucier de construire des défenses solides. Maintenant, ils le doivent. À cause de qui? Mon pays. Vous savez, c'est insensé à tous les niveaux. Nous assistons à la détérioration des relations des États-Unis avec des alliés qui ne sont pas d'accord avec cette guerre. Nous voyons l'intimidation des Arabes du Golfe, qui comprennent que les États-Unis ne peuvent pas et n'ont pas l'intention de les défendre, mais seulement d'attaquer l'Iran. Nous constatons de graves dommages pour Israël, bien plus que ce que notre presse en montre, car notre presse suit les règles de censure israéliennes, à sa honte. Nous voyons l'Iran gravement touché. Et ces personnes en Iran, qui espéraient une intervention étrangère, et il y en avait, comprennent désormais qu'une guerre aérienne n'est pas une voie vers un changement de régime, et qu'en demandant une intervention ou en y consentant, elles ont mis en danger leur vie et celle de leur famille, tout en portant préjudice à leur pays. Donc ça ne se passe pas très bien. Oui, puisque tu as mentionné le Brésil, on avait, tu sais, Lula, aux côtés du Sud-Africain, je ne sais plus, Premier ministre ou Président. Président, oui. Il a dit que nous devions être prêts à nous défendre. La plupart des drones que nous avons sont des drones agricoles. Nous ne pouvons pas nous défendre. Il faut que nous nous préparions. Nous allons être envahis. Il parle littéralement de la situation au Moyen-Orient et de la façon dont la menace pourrait aussi atteindre le Brésil.
Il parle d'une extension de l'invasion vénézuélienne. Il parle exactement de ce que j'ai dit, que pour la première fois depuis des siècles, les peuples d'Amérique du Sud, dans des pays comme le Brésil, doivent développer des défenses. Alors, qui va les aider à développer ces défenses? Pensez-vous que les États-Unis vont vendre des armes au Brésil? Je ne le crois pas. Je pense que le Brésil a trouvé un partenaire en Afrique du Sud. C'est ce sur quoi le président Lula et le président Ramaphosa se sont mis d'accord. Je pense qu'il recevra de l'aide de la Chine, de la Russie, de l'Iran à l'avenir. Et vous avez mentionné les drones. Permettez-moi de dire que l'une de mes craintes est que Donald Trump ajoute en effet une composante terrestre à cette guerre, qu'il y ait de l'infanterie impliquée du côté américain. Si c'est le cas, je pense qu'il y aura un massacre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aujourd'hui que 2 armées dans le monde qui soient expertes en guerre par drone et qui ont montré ce qu'elles peuvent faire. L'une est l'armée ukrainienne et l'autre est l'armée russe. L'Iran étudie depuis un certain temps ce que fait la Russie, notamment la fourniture de drones à celle-ci. Et je pense que l'Iran sait comment utiliser les drones. Il le démontre dans ses attaques à travers le Golfe Persique contre les États arabes du Golfe. Et comme je l'ai mentionné au début, l'Iran a mis en place une stratégie très claire, ou plutôt un plan de campagne, visant à développer ses drones, missiles et autres armes plus légers et moins performants, afin d'épuiser les défenses d'Israël, des États-Unis et des Arabes du Golfe. Ensuite, il comptait déployer les missiles qu'il avait gardés en réserve. Il est maintenant en train de les sortir des entrepôts. J'ai oublié le nom du missile lourd iranien, mais c'est celui qui est actuellement utilisé. Des missiles lourds, dotés d'ogives, d'une puissance explosive, comprise entre 1000 et 1500 kg. Ces attaques frappent actuellement Israël et cela va continuer. L'Iran, d'après les propres déclarations de son dirigeant, n'a pas l'intention d'arrêter cette guerre, malgré les souffrances et les coups qu'il subit, tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs, qui consistent au minimum à rétablir la dissuasion vis-à-vis d'Israël et au maximum à anéantir Israël. Et, comme projet annexe, à convaincre les pays arabes du Golfe qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des bases américaines sur leur sol, car ces bases attirent les attaques. Elles ne défendent pas ces pays, elles les rendent vulnérables. Tels sont les objectifs de l'Iran. Tout indique que le nouveau guide suprême les approuve. Je pense également qu'il est favorable à l'acquisition d'une arme nucléaire. Je pense qu'il est très probable que cette ligne rouge ait été franchie. C'est une guerre aux objectifs supposés multiples, tous incohérents et peu convaincants. L'un de ces objectifs était d'empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire. Je pense que nous venons de convaincre tout le monde en Iran qu'ils en ont besoin. Nous verrons l'Iran suivre la même voie que la Corée du Nord, en reconnaissant que c'est la clé de sa survie nationale. L'Iran développera un missile balistique intercontinental, ce qu'il n'a pas vraiment fait jusqu'à présent. Il a testé certaines versions d'un possible ICBM, mais n'en a pas construit. Et ils y placeront une arme nucléaire. Et vous savez, je suis à Exeter, dans le New Hampshire, mais Boston n'est pas très loin. Les grandes villes des États-Unis vont devenir vulnérables face à une dissuasion nucléaire iranienne. En d'autres termes, les États-Unis n'oseront plus, une fois de plus, attaquer l'Iran. Personne ne sortira gagnant de cette situation. Israël se retrouve désormais confronté à de véritables interrogations sur sa capacité à continuer d'exister au Moyen-Orient. L'Iran est durement frappé. Les États-Unis sont humiliés. Notre marine se trouve apparemment à plus de 700 km de l'Iran. Le porte-avions Abraham Lincoln est à 1000 km car il est vulnérable à une attaque. Et l'Iran a déclaré son intention de le couler
s'il s'approche davantage. Nous sommes donc capables de mener des attaques à longue portée contre l'Iran, mais nous ne sommes pas capables de le dominer. How do you see the Arab states in the Persian Gulf? Comment voyez-vous les États arabes du Golfe Persique? L'Iran, comme vous l'avez mentionné, le nouveau message du nouveau guide suprême d'Iran a spécifiquement évoqué les bases américaines dans ces États arabes. Il a déclaré que la présence de bases américaines dans ces pays n'apporterait pas la sécurité à la région, qu'elles devaient partir. Et en ce qui concerne la direction de ces pays, pensez-vous qu'ils évaluent à quoi pourrait ressembler l'avenir? Parce que nous savons à quel point ils sont attachés à leur propre survie, au type de dictature qu'ils ont maintenu. Je parle de dictature parce que, vous savez, l'opinion publique dans leur pays, eh bien, ils n'ont rien fait pour aider Gaza. Et en ce moment, la situation avec la guerre en Iran change totalement, change physiquement la région. Oui, je pense qu'il est très difficile de savoir exactement ce que... Il y a un peu d'écho. Je pense qu'il est très difficile de savoir exactement ce que les dirigeants des pays du Golfe Persique pensent. Mais il est très clair ce que les élites de ces pays pensent. Nous avons vu des commentaires extraordinaires venant d'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis en particulier, en réponse à Lindsey Graham, qui a dit, vous savez, à l'Arabie Saoudite, vous feriez mieux de rejoindre cette guerre, où il y aura des conséquences. Et nous avons vu des messages lui être adressés par des personnalités saoudiennes de premier plan, qui ont déclaré publiquement « Lindsey Graham, vous êtes un sénateur de Caroline du Sud. Vous n'êtes pas le président des États-Unis et vous n'êtes pas le chef de l'armée saoudienne. Alors taisez-vous. Ne nous dites pas comment gérer nos propres affaires. » Je pense donc que cela réussit à creuser un fossé entre les États-Unis, qui ont manqué à leur responsabilité historique de défendre ces pays, et qui, au lieu de cela, les utilisent comme une plateforme, les ont utilisés comme une plateforme pour attaquer l'Iran. Les bases elles-mêmes et l'équipement qu'elles contenaient, notamment des radars très perfectionnés qui ont mis de nombreuses années à être construits, ont tous été détruits par des attaques iraniennes. Et je veux y revenir, parce que vous savez, je ne sais pas ce que pensent les gens du Golfe. De toute évidence, Israël tente de les rallier au camp américain. Il y a eu de nombreux rapports faisant état d'opérations sous fausse bannière, d'efforts d'Israéliens pour poser des bombes pouvant être attribuées à l'Iran et ainsi entraîner ces pays dans la guerre contre l'Iran. Ça ne fonctionne pas. Je dirais simplement que la culture de la péninsule arabique est fondamentalement une culture tribale et que l'histoire de la région est marquée par des guerres tribales et des relations fondées sur des alliances totalement opportunistes et changeantes, des partenariats qui se font et se défont. Ce qui compte, c'est l'intérêt du cheikh, de l'émir ou du malik. Alors, quels sont les intérêts de ces pays? Peuvent-ils se permettre d'être entre Israël et l'Iran ou de prendre parti pour l'un ou l'autre? La réponse est non. Ils ne peuvent pas se permettre d'être du côté israélien, compte tenu de la brutalité et du génocide à Gaza et du mépris que les Israéliens affichent ouvertement à leur égard et à l'égard des autres Arabes. Ils ne peuvent plus se ranger du côté des États-Unis, car les États-Unis les rendent vulnérables, ils ne les défendent pas. Ils ne peuvent pas non plus vraiment s'aligner sur l'Iran pour diverses raisons. Nous les voyons donc chercher d'autres alliances. J'ai mentionné le partenariat entre l'Afrique du Sud et le Brésil, qui est une conséquence directe de la guerre entre le Venezuela et l'Iran. Mais j'aurais aussi pu mentionner l'accord de coopération en matière de défense entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, qui, selon moi, vise principalement à développer ensemble des industries militaires. Argent saoudien, main-d'œuvre pakistanaise,
technologies pakistanaises et chinoises, et ainsi de suite, afin de créer une certaine indépendance vis-à-vis des approvisionnements étrangers en armement. Cela offrirait au Pakistan une alternative, en fin de compte, à sa dépendance exclusive envers la Chine pour son armement. Cela offrirait à l'Arabie saoudite une alternative aux États-Unis et aux Européens pour son armement. Et vous savez, je pense que nous assistons à d'importants réajustements qui se produisent sous la surface. Quand cette guerre sera terminée, il y aura toujours un Iran. Il y aura probablement aussi un Israël, mais ce ne sera plus l'Israël agressif que nous avons connu, car les Israéliens vont tirer une leçon très douloureuse, une leçon qu'ils devraient déjà connaître grâce à leur propre tradition religieuse, à travers la figure du rabbin Hillel, qui, je crois, vivait à Babylone il y a des milliers d'années. Il disait « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent ». C'est la version juive de la règle d'or. Et la version chrétienne, bien sûr, est l'inverse. Elle demande de faire aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Mais l'idée est la même. On ne peut pas commettre sans cesse des actes haineux et s'attendre à ne pas être haï. On ne peut pas tuer d'autres personnes et s'attendre à ce qu'elles ne cherchent pas à se venger. On ne peut pas, et je sais que beaucoup d'entre nous, Khamenei a dit qu'il y aurait vengeance, non seulement pour son père, mais aussi pour d'autres martyrs, pour d'autres dommages infligés à l'Iran. Et je ne pense pas qu'à la fin, l'Iran restera aussi mesuré qu'il l'a été jusqu'à présent. Donc je pense que nous avons ouvert la boîte de Pandore et nous n'allons pas aimer ce qui en sortira. Monsieur l'ambassadeur, quelque chose de si tragique s'est produit le premier jour de la guerre, l'attaque contre l'école primaire. Ces jeunes filles ont été tuées lors de cette attaque. Et encore aujourd'hui, on peut voir l'influence, la tragédie qui se déploie au sein de la société iranienne. Tout le monde en parle, tout le monde est touché. D'un autre côté, on ne voit pas ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui élaborent les stratégies de cette guerre, s'en prendre jusqu'à présent aux civils. Ils n'ont pas visé les civils, les enfants. Alors, comment comprendre leur état d'esprit à ce stade, d'après ce que nous avons observé jusqu'ici? Pourquoi cela s'est-il produit? Était-ce destiné à semer le chaos, à les pousser à réagir de manière radicale, à s'en prendre aux civils en Israël ou ailleurs dans la région, et ainsi provoquer une énorme escalade du conflit? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, il est très clair qu'il s'agissait d'un ciblage délibéré de ce bâtiment. Il est également évident que le ciblage a été largement effectué par une IA. Il n'y a eu aucune vérification humaine, car Pete Hegseth a supprimé le processus de contrôle humain du ciblage. Il est donc directement responsable de ce massacre de jeunes filles. C'était une erreur. Les États-Unis, au lieu de présenter des excuses et d'offrir une compensation aux familles, ont vu Donald Trump réagir comme le ferait un escroc à New York. Oh, eh bien, cela ne s'est pas produit. Bon, cela s'est produit, mais je n'étais pas impliqué. Cela s'est produit, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Tout cela est absurde. Ce ne sont que des mensonges. Tout le monde peut le voir, et cela nous discrédite encore davantage. Je veux dire, l'acte en lui-même est déjà assez grave, mais y réagir de cette manière est franchement écœurant. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'était pas la seule erreur commise par les États-Unis. Une erreur potentiellement très dommageable et qui risque de provoquer des représailles similaires. L'autre erreur a été la destruction d'une usine de dessalement sur une île du Golfe Persique, où de nombreux villageois iraniens dépendaient entièrement de cette installation pour leur approvisionnement en eau. C'est une chose très stupide à faire, car 70% de l'eau de l'Arabie saoudite provient du dessalement.
D'autres pays du Golfe dépendent du dessalement pour jusqu'à 90% de leur eau. Si vous prenez la ville de Riyad, elle dépend essentiellement d'une seule usine de dessalement à Al-Jubail. L'Iran a la capacité de rendre ces pays incapables d'exister, car aucun être humain ne peut vivre sans eau. Et donc, vous invitez cela? Je veux dire, cela révèle une forme d'idiotie difficile à croire. Permettez-moi de conclure cette réponse en disant que j'admire le Shahnameh, le livre de l'art du gouvernement iranien. Malheureusement, les traductions anglaises en omettent les parties les plus intéressantes, les leçons tirées. Elles traduisent la poésie, mais pas la prose, en somme. Il existe donc une tradition iranienne et islamique de l'art du gouvernement, et elle est parvenue à la même conclusion que la tradition chrétienne. Autrement dit, en plus de, si l'on veut déclencher une guerre, définir des objectifs réalisables, des objectifs clairs et atteignables, consacrer les ressources nécessaires pour les atteindre, et avoir un plan pour mettre fin au combat et à la guerre, tout en réconciliant l'autre camp avec le résultat, il faut mener la guerre d'une manière qui ne détruise ni sa réputation, ni sa capacité à gérer la situation d'après-guerre. Il existe donc des règles de la guerre, à la fois en islam, très claires, dans le Saint-Coran et dans la tradition, et elles disent « ne tuez pas de civils ». La raison en est que, si vous tuez des civils, comme le font Israël et les États-Unis, vous engendrez une haine qui durera des générations. Vous rendez votre propre capacité à gérer la situation d'après-guerre bien plus difficile. Donc je pense, vous savez, je ne connais pas la direction iranienne, mais j'ai une certaine connaissance des doctrines et traditions politiques et militaires dans lesquelles ils ont été formés. Et je soupçonne qu'ils sont très réticents à imiter Israël et les États-Unis dans le massacre aveugle de civils. En fait, laissez-moi revenir en arrière. Vous avez commencé en citant une remarque particulièrement stupide du secrétaire à la Défense, le soi-disant secrétaire à la guerre, Hegseth. Il a déclaré qu'il ne fallait avoir aucun respect pour les soi-disant institutions internationales, que le droit international était sans importance et qu'il ne devait y avoir aucune règle d'engagement. Ce par quoi il entend que la prise en compte de ce qu'on appelle les dommages collatéraux, c'est-à-dire les pertes civiles résultant de frappes sur des cibles militaires, ne devrait pas être un facteur dans la planification ou la conduite de la guerre. Ainsi, les États-Unis ont régressé à un niveau d'éthique qui ressemble à celui de Gengis Khan et à nul autre. En d'autres termes, tout ce qui fonctionne est permis. Érigeons une montagne de crânes. Si l'on vous offense à Bagdad, rasez la ville. Si l'on vous offense en Afghanistan, tuez tous ceux qui sont associés à ceux qui vous ont défié. Et c'est cette norme qui est désormais appliquée. C'est pire que les nazis, dont certains conservaient encore un certain sens de la décence, même de façon modeste. Ce que l'on demande à nos troupes de faire en trouble beaucoup, d'autant plus que tout cela est censé être justifié par la pensée chrétienne fondamentaliste et évangélique. Je veux dire, cela rend nos troupes semblables à celles d'Israël, avec des rabbins sionistes leur disant qu'ils peuvent tuer tout être humain qui n'est pas juif en toute impunité. On nous dit que nous pouvons tuer n'importe qui. Et quelle est la stratégie? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune réflexion sur ce qui se passera le lendemain. Il n'y a aucun plan pour mettre fin à la guerre. Donald Trump dit que lui et le Premier ministre Netanyahou décideront quand la guerre sera terminée. Ils ne le feront pas, c'est l'Iran qui en décidera. Et d'ailleurs, le changement de régime comme objectif en Iran a totalement échoué. Ce que nous avons, ce n'est pas seulement la continuité du régime, mais la montée en puissance des gardiens de la révolution comme facteur encore plus important.
Nous avons orienté la politique iranienne vers un nationalisme accru et une position plus dure sur la conduite de la guerre. Et l'Iran n'est pas à court de munitions. Nous allons voir cela durer encore un certain temps. Et le pétrole se situe désormais entre 84 et $100 le baril. Somewhere between 94 and $100 a barrel. Is a plateau from which it will go. C'est un plateau à partir duquel cela va monter, et je ne sais pas jusqu'où cela ira. Pepe Escobar dit que cela pourrait atteindre $500. Je ne le pense pas, mais cela va certainement aller bien au-delà de son niveau actuel. Les pays qui en souffriront seront ceux qui ont refusé les efforts de lutte contre le changement climatique en rejetant les ressources renouvelables comme source d'énergie. Et quels sont ces pays? L'exemple type est les États-Unis, dont les politiques énergétiques sont conçues pour rendre le pays sûr pour son moteur à combustion interne. Les pays comme la Chine, qui ont investi dans les énergies renouvelables, solaires, éoliennes, nucléaires, vont s'en sortir gagnants. Nous serons à la traîne. Et je pense que tout cela a des répercussions sur la politique américaine. Beaucoup de gens pensent que cette guerre a été lancée pour détourner l'attention des dossiers Epstein. Certains l'appellent même, non pas « fureur épique », mais « fureur Epstein ». Nous approchons des élections de mi-mandat et l'autorité de Donald Trump est en train de s'éroder à mesure que nous parlons. Il pourrait vouloir manipuler ces élections, y voter ou même tenter de les annuler, mais il n'y parviendra pas. En novembre 2026, il y aura un règlement de compte avec cette administration de la part d'un public américain profondément mécontent. Des gens qui accueilleront les blessés et les morts de la guerre. Des gens dont la vie sera bouleversée par la hausse des prix de l'énergie. Des gens qui verront un gouvernement incompétent et cruel, plutôt que compétent et bienveillant. C'est donc un calcul politique très mal conçu de la part de la Maison-Blanche. Il semble qu'avant le début de la guerre, Donald Trump ait dit aux dirigeants arabes du Golfe Persique qu'elle serait terminée en 4 jours. Hier, nous avons vu des images de systèmes de défense aérienne, 7 systèmes THAAD, retirés de Corée du Sud pour être envoyés au Moyen-Orient afin de défendre Israël. D'un autre côté, j'ai parlé avec le professeur Ted Postol, qui a évoqué les radars et leur importance cruciale. Il ne s'agit pas seulement des systèmes de défense aérienne et des intercepteurs. Il faut aussi que les radars soient en place pour communiquer avec ces systèmes. Comment voyez-vous la manière dont Donald Trump se prépare à une guerre longue? Eh bien, je ne pense pas qu'il ait eu la moindre idée d'une guerre longue. Vous avez tout à fait raison. Il voyait cela comme une guerre de week-end. Elle devait commencer juste après minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, et se terminer mardi, jour de Purim, la fête juive qui célèbre Esther et son rôle auprès de Cyrus en Perse. Donc, tout cela était chargé de sens historique, et ainsi de suite. Mais c'était complètement absurde, et ses propres militaires le lui ont dit. Il n'a pas écouté. Pourquoi? Encore une fois, je reviens à ceci. La guerre n'a pas été autorisée par le Congrès. Elle a été autorisée par Benjamin Netanyahou. Cette guerre n'était pas soutenue par le peuple américain. Elle est soutenue par le lobby sioniste. Cette guerre n'a pas été soutenue par l'armée américaine. On lui a ordonné d'y participer. Et en fait, comme beaucoup l'avaient imaginé, ce serait une guerre d'usure que les États-Unis sont en train de perdre, tout comme Israël. Permettez-moi simplement de dire que je pense que l'armée israélienne était tout aussi consciente que cette guerre ne serait pas facile à gagner. Ils l'ont dit à Benjamin Netanyahou, et il les a ignorés. Ils portent la responsabilité de toutes les souffrances que les Israéliens endurent aujourd'hui et endureront à l'avenir. Cette guerre est illégitime, illégale et insoutenable.
When it's over, a great deal of damage will be Et quand tout sera terminé, un grand nombre de dégâts auront été causés à tous les participants. Mais je soupçonne que l'Iran en sortira vainqueur. Ce n'était donc pas seulement illégal, c'était insensé, absolument insensé. J'ajouterai une autre chose, du côté du renseignement. Après la guerre de 12 jours de juin 2025, l'Iran a considérablement renforcé sa sécurité intérieure et, je pense, éliminé une grande partie de la présence du renseignement israélien, américain, britannique et d'autres qui avaient soutenu l'attaque surprise de l'année dernière. À cet égard, les services de renseignement occidentaux et israéliens ont été aveuglés. Western intelligence and Israeli intelligence were blinded. And it's very clear that Et il est très clair que qu'il y ait eu ou non des agents sur le terrain, et il y en avait, certainement, en termes d'agents d'influence, il y a eu des tentatives pour transformer des manifestations pacifiques en violence. Cela est clairement documenté. Mais l'analyse du renseignement effectuée à Tel Aviv et à Washington était défectueuse. Je pense qu'elle a largement sous-estimé à la fois la résilience iranienne et les effets de la situation. Nous savons maintenant que la communauté du renseignement américaine avait prévu qu'une attaque contre l'Iran ne conduirait pas à un changement de régime, mais au renforcement de celui-ci. Pourtant, je pense que la réaction de l'Iran a été une surprise. Cette fois, la surprise est donc du côté d'Israël et des États-Unis, pas de l'Iran. C'est l'Iran qui avait été surpris en juin dernier. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, bon voyage et continuez votre excellent travail. Merci.